Et pour aborder le sujet, nous allons nous fonder sur notre vision des scénarios stratégiques à 2030, stratégies que les exploitants peuvent adopter pour rester dans la course. Nous avons décrit des scénarios autour d'un avantage compétitivité, un avantage contractuel pour aller capter de la valeur et avoir des systèmes agiles, des scénarios d'avantage système pour que l'ensemble de mon exploitation soit reconnue et porteuse de valeur, et des avantages clientèle qui permettent de se rapprocher du client final. Et nous devons également nous rappeler, pour prendre la position de l'exploitant, que pour se conformer aux exigences réglementaires, accéder aux aides publiques aujourd'hui, qui sont distribuées en mode guichet pour la plupart, les exploitants doivent s'adapter, souvent optimiser, et c'est de plus en plus compliqué. C'est des conditions qui sont de plus en plus difficiles à tenir toutes. Donc le plan de relance peut être l'opportunité pour cela, en complétant l'ensemble des politiques dédiées à l'agriculture. Nous avons observé les mesures du plan de relance en regardant, bien sûr, elles sont mues par des objectifs politiques, mais celles qui sont de l'ordre de l'aide au fonctionnement, celles qui sont de l'ordre de l'aide à l'investissement et celles qui sont des aides aux projets de transformation des systèmes de production. Toutes celles-là concernent l'exploitation directement. Et puis, il y a, c'est une des grandes caractéristiques d'ailleurs du plan de relance, il y en a tout un ensemble de mesures qui sont dédiées à l'amont ou à l'aval des exploitations agricoles ou aux problématiques territoriales et qui sont de nature à tirer les projets des exploitants. Au bout du compte, et c'est ce que nous allons tous ensemble vous présenter, ces mesures peuvent être activées pour un exploitant dans une logique qui, d'une part, peut l'aider à accroître la résilience de son exploitation sans forcément transformer le système. Et c'est pour des stratégies qui sont sur l'avantage compétitivité, une voie qui permet d'anticiper notamment les futurs éco-régimes de la politique agricole commune 2023, de structurellement pouvoir évoluer dans le sens de la réponse aux attentes sociétales. Pour les entreprises qui sont engagées dans des démarches d'avantage contractuel ou d'avantage système, c'est une opportunité pour transformer son système productif et afin d'accéder à des filières émergentes. Et puis la troisième dimension que nous allons vous présenter sont celles qui consistent à s'insérer davantage dans les projets d'alimentation territoriaux, que l'on soit en avantage clientèle ou en avantage contractuel. Pour commencer, je vais illustrer accroître la résilience sans transformation. Sur des entreprises qui sont en grande culture, par exemple, et qui sont engagées dans des stratégies d'avantage compétitivité, dans lesquelles il faut en permanence optimiser l'ensemble de ces facteurs de production. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde précisément ce qui gratte de plus en plus lorsqu'on fait sa déclaration PAC avec le positionnement des surfaces d'intérêt écologique, on voit qu'il y a une opportunité avec le plan de relance d'augmenter sa résilience en faisant quelques pas structurels qui permettent de se préparer à négocier l'avenir. On voit que la biodiversité est un élément qui progresse de plus en plus dans les attentes, dans les préoccupations, et le programme des plans est à la fois quelque chose qui va permettre d'aider à la conditionnalité de l'accès aux aides, mais aussi de permettre l'existence d'une biodiversité qui peut être un premier pas vers plus de résilience et plus de démarche environnementale dans la façon de gérer son système productif. Et cela vient de cette manière-là s'accorder avec les problématiques de réduction phytosanitaire, par exemple, dans lesquelles l'accès au biocontrôle peut être une piste fortement activée, mais pour lesquelles il faut commencer à transformer un petit peu
son parc matériel. Et là, le plan de relance, avec des aides à l'investissement aux agroéquipements, peut permettre de faire un premier pas avec des aides publiques. Le plan A est doté de 50 millions d'euros. Le plan pour l'aide aux agroéquipements de 135 millions d'euros. Il y a donc de la place pour tout ça. Et finalement, ce que l'on voit poindre dans cette problématique-là, pour que ça devienne vraiment une opportunité pour les exploitants, c'est qu'il y a un premier chemin à faire sur la maîtrise agronomique de systèmes qui s'appuient plus sur ces piliers de biodiversité, de modification de pratiques culturelles. Et là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement collectif pour aller dans son bassin, trouver des solutions techniques partagées, l'innovation dans les pratiques. C'est des choses qui sont déjà engagées, mais qui voilà, vont concerner maintenant aussi des entreprises qui sont dans une logique davantage compétitivité, mais dans une démarche de plus de résilience. Je vais maintenant illustrer le deuxième axe, celui de la transformation du système productif, avec un exemple concret, celui d'un céréalier qui voudrait restaurer la fertilité de son sol en transformant son exploitation avec l'agriculture de conservation. Donc, cette agriculture de conservation poursuit plusieurs objectifs. Bien sûr, ça permet de diminuer les charges d'intrants et de mécanisation sur l'exploitation, mais ça donne aussi un système qui est plus résilient face aux aléas et plus écologique, donc qui répond aux attentes sociétales. Alors, pour tendre vers cette agriculture de conservation, on s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la réduction du travail du sol qui peut aller jusqu'au semi-direct. Ensuite, on a le fait d'assurer une couverture permanente des sols, entre autres entre les cultures principales par le semis de couvert. Et enfin, la diversification et l'allongement des rotations. Donc, pour transformer un système de production et aller vers l'agriculture de conservation, le plan de relance offre plusieurs opportunités. Citons par exemple la prime à la conversion des agroéquipements. Donc, cette prime serait de l'ordre de 20 à 40% des investissements. Et elle permet un certain nombre d'équipements qui sont utilisés dans l'agriculture de conservation sont éligibles. Citons par exemple les semoirs à disque, les herses rotatives ou les strip trills. Donc ça, c'est une aide qui permettra d'investir à moindre coût pour adapter son système, même si on peut souligner que dans un premier temps, on peut aussi passer à l'agriculture de conservation, généralement avec le matériel qui est présent sur l'exploitation. Dans un second temps, on a également les bons diagnostics carbone qui seront accessibles aux jeunes installés et qui permettront de faire le point déjà sur le bilan carbone de son exploitation, mais qui peuvent également permettre d'obtenir un label bas carbone. Ce label bas carbone étant une première étape, d'une part, pour avoir accès aux éco-régimes qui se dessinent pour la PAC 2023 et d'autre part, qui ouvre l'opportunité de rémunérer les tonnes de carbone qu'on stockera dans les sols sur l'exploitation. Enfin, on peut citer, toujours pour aller dans une démarche de meilleure valorisation des productions de l'exploitation, le crédit d'impôt pour les exploitations qui passeraient en HVE, donc haute valeur environnementale. Donc, c'est 2 500 € qui seraient versés en crédit d'impôt aux exploitations. Ce label HVE permettant à la fois d'avoir accès à de nouveaux débouchés. On peut citer par exemple une ancienne de GMS qui a passé toute sa filière panification en HVE cette année. Et c'est un label qui permettrait aussi d'avoir accès aux éco-régimes et à des bonifications de certaines aides comme les aides PCAE par exemple. Alors, dans les aides qui ne sont pas forcément directement accessibles aux exploitants, mais qui permettront aussi de mieux valoriser ces filières émergentes et les cultures qu'on introduirait dans la rotation, on peut citer le plan protéines qui devrait ouvrir des perspectives pour certaines cultures comme les protéagineux. C'est vrai que la partie avantage clientèle pour les agriculteurs qui se lancent dans la valorisation directe auprès de consommateurs finaux d'une partie de leurs produits, le plan de relance va actionner un certain nombre de leviers
notamment des leviers qui vont permettre, nous on le pense, d'apporter des éléments plus structurants dans les projets des circuits courts et plus résilients. Parce qu'un des problèmes des circuits courts, c'est effectivement parfois un problème de performance économique et aussi une vraie problématique sur l'intensité des facteurs de travail qu'il faut mettre en œuvre dans un projet de circuit court. Donc, on voit bien que le plan de relance est en partie fléché autour de la valorisation et du travail des circuits courts. Alors, l'idée quand même, pour avoir plus de résilience, pour être plus structurant, c'est de dégager beaucoup plus de valeur que ce que font actuellement une grande partie des agriculteurs en circuit court, dégager de la valeur notamment en transformant un peu plus les produits. On voit l'exemple des gens qui sont en maraîchage, par exemple, qui ont une partie des produits qu'ils ne peuvent pas valoriser parce qu'ils ne sont pas conformes, parce qu'il y a un problème de stabilité, voilà, problème de mûrissement, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir transformer, par exemple, au mois de septembre, des ratatouilles, de faire des ratatouilles, et en utilisant des tomates qui ne sont pas tout à fait en bonne condition et pas vendables en frais. Donc, l'idée, en fait, de pouvoir continuellement, d'abord, améliorer la gamme, offrir plus aux consommateurs et notamment répondre aussi à la demande d'une partie des consommateurs qui veut des produits prêts à manger. On le voit, c'est l'intérêt justement de l'industrie agroalimentaire de pouvoir apporter des recettes dans la cuisine des consommateurs. Et donc, pourquoi les agriculteurs en circuit court ne le feraient pas? Et pour faire ça, il faut un certain nombre d'outils et c'est là que le plan de relance peut actionner des outils d'aide à l'investissement sur des laboratoires, par exemple, sur des cuisines et des cuisines collectives, des outils collectifs. Et d'ailleurs, c'est fléché dans ce sens-là plutôt dans le plan de relance. Et donc là, le collectif, ça pose des questions d'organisation du collectif. Comment, en fait, on va fédérer un groupe d'agriculteurs en circuit court pour qu'ils s'investissent dans un projet collectif d'une cuisine. Et ça ne peut marcher quand même que s'il y a un processus d'animation. C'est-à-dire qu'au-delà du simple aide à l'investissement que vont fournir les pouvoirs publics, souvent, ces pouvoirs publics, ils vont être partagés entre les aides d'État et les aides apportées par les régions. Mais ce problème d'aide n'est pas suffisant. Il va falloir trouver des moyens d'animer ces groupes, d'abord de les mettre en exergue, de les créer, et puis il va falloir animer un petit peu ces outils collectifs. Donc, il y a un vrai challenge là, peut-être qui va tourner autour de, au-delà de la partie financement, de savoir comment est-ce que on anime, on fédère, on accompagne la dynamique des agriculteurs en circuit court. Pour chacun des trois exemples que nous avons présentés là, on voit revenir cette nécessité d'avoir une connexion des exploitants avec leur environnement, qu'il soit territorial, qu'il soit filière, qu'il soit entre eux, pour aborder cette nécessaire transformation des entreprises que l'on voit poindre. Première marche maintenant avec le plan de relance. Deuxième marche, à n'en pas douter, dans la continuité, en 2023, avec la future PAC, il y aura des mesures collectives, il y aura des besoins de projets structurants pour pouvoir accéder à une partie des aides. C'est ce qui est aujourd'hui dans les annonces qui sont faites, et bien sûr pour être dans la course en 2030.